Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir au nom des organisateurs du cycle Nuremberg, un procès fondateur. Je les cite, puisque la dernière manifestation que nous avons, donc l'association Victor Hugo, Neumünster, l'Institut français, dont je salue la directrice, l'Institut du temps présent, la Cinémathèque du Luxembourg et l'Institut Pierre Werner, qui pilote cette conférence du professeur Michel Massé. Merci Franck, merci à l'IPV et merci à tous les partenaires. L'exposition est encore ouverte jusqu'au 12 mai. Elle a été montée à Niort à partir des archives inédites de Delphin de Benay, père de Jeanne de Benay, ancien ambassadeur, comme plusieurs le savent, de France au Luxembourg. Les activités de résistance de ce magistrat du parquet allaient le conduire à Buchenwald et au commando d'Holzen. Revenu de l'enfer, c'est le même homme qui, quelques mois plus tard, fera face à ses bourreaux dans la salle d'audience du tribunal de Nuremberg pour un procès qui allait dresser le bilan de 12 ans de barbarie. Delphin de Benay n'aura de cesse de témoigner des atrocités dont il fut le témoin, mais aussi du travail mené par le tribunal de Nuremberg. Pas de vengeance, écrit-il, une justice. Jusqu'à la fin de sa vie, chaque fois qu'il en aura l'occasion, il se prononcera pour cette Cour internationale de justice permanente dont l'idée avait germé à Nuremberg. Hélas, il décédera en 1997, quelques mois avant la conférence de Rome, quelques années avant l'installation de la CPI à La Haye. Première Cour pénale internationale, elle est aujourd'hui une réalité. Je voudrais rappeler que le Luxembourg, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé il y a quelques semaines son soutien indéfectible à la CPI. Mais quelles sont ses compétences, ses champs d'action, ses responsabilités? Quels crimes est-elle amenée à juger? En a-t-elle les moyens? Et les gouvernements en ont-ils la volonté? Juriste, spécialiste en droit pénal européen et international, le professeur Michel Massé est particulièrement bien placé pour nous en parler. Il est difficile de brosser un portrait de ce professeur émérite de l'Université de Poitiers, tant sa biographie est riche et ses publications nombreuses. Spécialiste en droit pénal européen et international, il a travaillé tant sur l'immigration clandestine, les femmes victimes de violences conjugales, la criminalité économique et financière ou la cybercriminalité. Mais on retiendra ce soir surtout ses travaux sur l'internationalisation du droit pénal, le crime contre l'humanité, les nouvelles juridictions internationales et le procès des grands criminels de guerre à Nuremberg. Michel Massé, je voudrais le rappeler, est membre du conseil scientifique de la Maison d'Isieux, mémorial des enfants juifs exterminés, et co-auteur de l'exposition permanente de la Maison d'Isieux. Je le remercie d'être avec nous ce soir et je lui cède la parole. Bonne soirée à tous. Merci, madame. Bonsoir à tous. Comme vous venez de l'entendre, je suis juriste venant de Poitiers. Juriste, et vous savez que le droit peut conduire à des propos assez techniques. Ce que je vais essayer de faire au minimum pendant ma conférence, que j'essaierai aussi de tenir entre 3/4 d'heure et 1 heure, peut-être 3/4 d'heure si je peux. Et ensuite, si nous avons le temps pour les questions, je répondrai de manière plus précise, donc plus technique, et donc peut-être un peu plus difficile à suivre pour chacun. Juriste de Poitiers, où on vient de le rappeler, Delphin de Benay était magistrat, et j'ai été invité assez récemment d'ailleurs par sa famille à me plonger dans les archives dont on vient de parler, archives qui ont servi de base à l'exposition que vous avez pu voir, intitulée « Le procès des grands criminels de guerre devant le TMI de Nuremberg, : un procès fondateur ». Je vais revenir sur les termes de ce titre de l'exposition. Il y a déjà eu 2 conférences à cette occasion et je suis le dernier conférencier pour vous conduire de Nuremberg à La Haye. Nuremberg, point de départ donc. Si on accepte ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait des prémices, mais nous allons partir de Nuremberg. Et La Haye, sorte de point d'arrivée,
La Haye, où a été installé en 1993, il y a quand même du temps depuis Nuremberg, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et La Haye, où est installée depuis 2002 la Cour pénale internationale. De Nuremberg à La Haye, le droit international pénal, alors voilà déjà une expression un peu technique, le droit international pénal, expression d'ailleurs assez intrigante, parce qu'a priori, le droit pénal ne peut pas être international. A priori, d'origine, fondamentalement, anthropologiquement, le droit pénal appartient aux États. Le droit pénal, et même punir, c'est l'une des marques les plus importantes de la souveraineté. Lever une armée, les impôts, punir. C'est ça, la souveraineté. Donc, classiquement, il ne peut y avoir de droit pénal qu'étatique. Et pourtant, on parle aujourd'hui, je parle aujourd'hui de droit international pénal, qu'on peut définir comme des crimes internationaux poursuivis devant des juridictions pénales internationales. Et l'intitulé que j'ai choisi me permet précisément de parler non seulement des juges, la justice pénale internationale, qui est très à la mode actuellement parce qu'elle se développe, mais de parler aussi, après les juges, des crimes qui sont moins souvent présentés, moins souvent analysés. Et je vais commencer par les juges, ce qui va surprendre peut-être quelques-uns d'entre vous habitués et connaissant le droit pénal, parce que en droit pénal, habituellement, classiquement, on aborde d'abord le fond, le code pénal, dans lequel sont décrits les crimes, et on aborde ensuite, mais dans un deuxième temps, la forme, la procédure, les juges pour juger ces crimes, pour s'en occuper. Eh bien, il se trouve que, avec la question que j'expose aujourd'hui, les juges et les crimes, ça vient tout en même temps. Et que, même d'une certaine façon, les juges viennent en premier, c'est-à-dire nous avons la création d'une juridiction, et c'est dans le statut, dans le texte qui fonde cette juridiction, que l'on trouve quelques articles consacrés au crime. Donc, en premier lieu, les juridictions, la justice pénale internationale, et en second lieu, les crimes internationaux. Les juridictions. Ça commence à Nuremberg. Nuremberg, un procès fondateur. Je reprends cette expression. Mais j'en retiens d'autres aussi, juste pour commencer. Une autre formule, Nuremberg, un échec fructueux. Et celle-là m'intéresse parce qu'elle est de Jacques Bernard Herzog, et Jacques Bernard Herzog était un des collègues de Bonnet, un des juges français composant le parquet français au tribunal de Nuremberg. Et Herzog, dans les années 60, 62, 63, je ne me souviens plus très bien de son livre, faisait le bilan de son expérience, Nuremberg, 2 points. Un échec fructueux, en jouant sur les 2 mots, et avec un point d'interrogation. Et j'aime bien aussi cette 3e formule, empruntée à mon directeur de thèse, Claude Lombois, Nuremberg, droit d'un moment ou moment d'un droit. Alors, droit d'un moment, un moment tout à fait exceptionnel, cette 2e guerre mondiale, c'est monstruosité, mais un moment qui aurait pu ne pas avoir d'avenir juridiquement. À cette guerre a correspondu une avancée du droit comme une poussée de fièvre qui n'est pas passée inaperçue à l'époque, c'était extrêmement important, mais qui a été assez vite oubliée ensuite, assez vite diluée dans la guerre froide. Le monde avait changé déjà et Nuremberg était un peu oublié au point que Herzog, en 60, 62, 63, disait un échec fructueux. Il ne voyait rien venir. Il voyait à nouveau la guerre un peu partout, mais plus de juges. Alors plutôt que droit d'un moment, moment d'un droit,
Alors assurément, on le sait maintenant, mais on ne le sait que rétrospectivement. Moment d'un droit, moment fondateur, acte de naissance de ce droit international pénal qui avait d'abord besoin de juges, et les voilà, les juges à Nuremberg pour la première fois, et qui va nous mener de Nuremberg à La Haye, non pas en ligne droite, mais en passant par Tokyo, retour à Nuremberg, ensuite à La Haye, puis à Arusha, puis à nouveau à La Haye. Vous allez voir que le trajet est un peu sinueux, mais riche. Alors, je m'explique sur tout cela en développant un peu et en distinguant chronologiquement trois étapes qui me paraissent essentielles du point de vue des modèles de juridiction que l'on va rencontrer, que je présente plus ou moins dans la chronologie, mais il y a tout de même, comme souvent dans l'évolution des idées et des institutions, les chronologies ne sont pas si nettes que ça, il y a toujours une tranche qui déborde un petit peu, ou qui peut déborder un chevauchement chronologique d'une étape sur l'autre. Première étape, on pourrait presque mettre au pluriel, premières étapes, parce que c'est Nuremberg, Tokyo, retour à Nuremberg. Alors Nuremberg tout d'abord, et je reprends l'intitulé de l'exposition, le procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international de Nuremberg. Tout est dit et bien dit, ou presque sur l'exposition, donc je vais pouvoir aller assez vite. Le procès est construit et fondé sur une convention internationale, un accord, une convention internationale entre les quatre puissances victorieuses. Et donc on a dit droit des vainqueurs. De fait, c'était quand même les vainqueurs, c'était déjà. Les États-Unis, les Royaumes-Unis, l'URSS et la France. Une convention qu'ils signent à Londres, connue sous l'expression courante de Accord de Londres, 8 août 1945. Et je ne peux m'empêcher de remarquer que le 8 août, c'est entre le 6 et le 9. 6, c'est Hiroshima. 9, c'est Nagasaki. Et le 8, on signe le procès, le texte qui va créer ce procès. Dans la Convention, le procès et le tribunal, plutôt, est qualifié de militaire, tribunal militaire international. En réalité, il ne l'était pas tellement. La plupart des juges étaient des civils. Le juge américain, le juge anglais, le juge français, leurs suppléants étaient des juges civils. Seuls les soviétiques ont fait juger des juges militaires qui, d'ailleurs, siégeaient en uniforme. Les autres étaient en robe. Procès des grands criminels de guerre, comme s'il y en avait des petits. En quelque sorte, oui. Le problème, c'est qu'il fallait aller vite. On avait décidé d'aller vite et on ne pouvait pas juger des centaines de criminels. On s'était arrêté à deux dizaines. C'était en réalité 24, je crois. 24. Enfin, on peut les compter dans l'exposition. 22 étaient présents parce que Bormann était en fuite. Il était sur la liste, mais on ne l'avait pas trouvé à temps. Et Ley s'était suicidé avant l'ouverture du procès. 12 ont été condamnés à mort, c'est quand même pas rien. 11 ont été pendus, puisque Göring a réussi à se suicider entre la condamnation et l'exécution de cette condamnation. Alors, comment on les a choisis, ces grands criminels de guerre? Eh bien, la formule, c'est que c'était ceux dont les crimes étaient sans localisation géographique précise, ceux qui avaient commis leurs crimes un peu partout en Europe. Alors que ceux qui avaient commis quelques crimes à un endroit bien déterminé, bien localisé, on les renvoyait pour être jugés à cet endroit-là. Ce procès est plus qu'une évolution, c'est vraiment une révolution, indiscutablement une révolution du droit international. Des juges qui sont à la fois des juges pénaux, ils jugent, ils condamnent même à mort, et des juges internationaux, l'un et l'autre à la fois, ça ne s'était jamais vu. Aurait pu être jugé le chef d'État, Hitler, s'il avait encore été vivant.
ont été jugés des maréchaux, des généraux, des ministres, des hommes parmi les plus hauts responsables du nazisme. On a même envisagé la responsabilité, à titre de responsabilité collective, de certaines associations, la SS par exemple, les Einsatzgruppen et d'autres, la SA, ont été jugés en tant que tels. Alors c'est assez compliqué, comment on juge une organisation, une personne morale. Ils ont inventé quelque chose à ce moment-là. Tout cela était, à proprement parler, une révolution. Après Nuremberg, Tokyo, donc on part à l'autre bout du monde, janvier 1946, deuxième tribunal militaire international, deuxième et second, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. C'était, cette fois-ci, la guerre du Pacifique. On était à Tokyo, les criminels qu'on allait juger étaient les criminels japonais. Le modèle, c'est Nuremberg, très clairement. On a copié Nuremberg, mais ce tribunal a un côté militaire quand même plus accentué, ne serait-ce que parce qu'il a été créé par le général MacArthur, commandant en chef des forces dans cette région. Et ce n'est pas une convention internationale, c'est une décision, je ne sais pas comment on appelait ça, un décret ou un ordre du général MacArthur qui crée le tribunal de Tokyo. Et puis, globalement, le tribunal de Tokyo a été plus critiqué que le tribunal de Nuremberg. Nuremberg l'a été, en particulier par les Allemands. Droit des vainqueurs, ce n'était pas facile à nier. C'était bien le droit des vainqueurs. Ça ne veut pas dire que le droit des vainqueurs est nécessairement un mauvais droit, mais quand même, pour des juristes, ce n'est pas absolument satisfaisant. Mais Tokyo a été critiqué pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps de détailler, mais en particulier parce que MacArthur avait écarté de la liste des criminels l'empereur Hirohito, qui lui était vivant, qui était quand même en chef, le commandant politique, militaire de toutes ces opérations. Mais l'objectif des États-Unis, c'était déjà de faire du Japon un modèle économique et démocratique qui allait devenir un allié dans la lutte contre l'URSS. Donc Hirohito laissé à part des poursuites, ça n'était pas très, très satisfaisant. Et puis, fin de la première étape, retour à Nuremberg, ce qu'on appelle maintenant les procès américains, non plus des procès internationaux, mais des procès américains, qu'on appelle aussi parfois les procès subséquents, qui sont venus après. Ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne était divisée, comme vous le savez, en 4 zones. Chaque État occupait l'une de ces zones, et chaque État a jugé dans sa zone les criminels de guerre qui avaient été arrêtés sur place, ou que les autres avaient arrêtés puis leur avaient livrés pour pouvoir organiser un certain nombre de procès. Les Français, par exemple, ont jugé, mais pas énormément, mais ont jugé à Rastatt. Les Anglais ont jugé aussi, mais pas énormément. Les seuls qui ont beaucoup travaillé judiciairement à ce moment-là sont les Américains. Donc, des tribunaux nationaux américains installés dans la même salle que le tribunal militaire international. Et pourquoi? C'est les Américains qui avaient équipé la salle. C'est les Américains qui, du point de vue technique, logistique, avaient mis ce tribunal au point. Eh bien, ils ont cherché un retour sur amortissement. Ils ont prolongé le travail judiciaire dans cette même salle. Ce qui est le plus remarquable, ce qu'il faut retenir sur tous ces procès subséquents, c'est qu'ils ont été organisés comme étant des procès thématiques. Il y en a eu 12. Il y a eu par exemple le procès des Einsatzgruppen, le procès des camps de concentration, le procès des médecins, un des plus célèbres, le procès des médecins, le procès des expériences médicales, d'où est né ce qu'on appelle parfois en médecine et en déontologie le Code de Nuremberg,
qui est au fondement de la déontologie médicale contemporaine. Voilà, fin de la première étape, c'est donc celle de l'immédiate après-guerre et qui a été suivie d'un grand vide pendant ce qu'on a appelé la guerre froide, chute du mur de Berlin en 1989. Deuxième étape, on peut encore, je pense, mettre au pluriel, parce que ce qui se passe pendant cette deuxième étape est assez diversifié. Le thème commun, c'est la réapparition des juridictions pénales ad hoc, c'est-à-dire des juridictions pénales créées exprès pour une époque, chargées de juger les criminels de cette époque, et après, on met la clé sous la porte et la juridiction disparaît. C'est ça la définition d'une juridiction pénale ad hoc. Et celles qui réapparaissent maintenant sont internationales, mais plus ou moins internationales. Il y a en effet deux modèles que je vais distinguer dans cette deuxième étape. Un modèle qui apparaît dans les années 90 et qui semble, d'abord qui ont maintenant disparu, ou presque, parce que le travail est terminé, et un modèle qui semble en voie de disparition, qui n'a pas été réutilisé alors qu'il aurait pu l'être, il ne l'a été que 2 fois. Et un autre modèle qui, lui, est apparu dans les années 2000 et qui a encore des prolongements aujourd'hui, qui est apparu finalement à l'usage comme peut-être plus satisfaisant. Le premier modèle, c'est celui des tribunaux pénaux internationaux. Alors on ne dit plus militaire, c'est plus TMI, c'est TPI. Ils sont vraiment internationaux, pleinement internationaux, plus internationaux sans doute que Nuremberg, parce que Nuremberg, c'était une convention entre certains États. Les TPI, dont je vous parle maintenant, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU qui décide de la création d'un tribunal. Et il y en a eu 2. En 1993, tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, installé à La Haye. Voici la justice pénale de l'ONU qui arrive à La Haye. Après qu'on ait vu apparaître, dans le déchirement de l'ex-Yougoslavie, on ait vu apparaître à nouveau des camps au cœur de l'Europe. Et on parlait aussi à cette période d'opérations d'épuration ethnique en plein cœur de l'Europe, ce qui évidemment rappelait de cruels souvenirs et ce qui a suscité la création de cette nouvelle juridiction, 1993. Et l'année suivante, 94, enfin, sur 94-95, on installe à Arusha, en Tanzanie, le tribunal pénal international pour le Rwanda, après qu'un incroyable génocide ait été commis en quelques mois, à peine plus d'un semestre, au Rwanda. Le Conseil de sécurité de l'ONU a la même réaction et crée un tribunal pénal international. Il y en a eu 2, il n'y en a pas eu d'autres. Depuis, c'est-à-dire en arrivant, grosso modo, dans les années 2000, nous avons des juridictions qu'on dit internationalisées, des juridictions pénales nationales. Elles sont nationales, mais internationalisées. On dit encore mixte, à la fois international et national. On dit encore, on a dit hybride, mais c'est un vocabulaire en voie de disparition, parce que c'était un peu péjoratif, alors que le modèle a été plutôt considéré comme assez intéressant. Ces juridictions, disons, mixtes, sont ad hoc, elles aussi, mais celles-ci sont créées sur place, sur le lieu où les crimes ont été commis. Alors que La Haye pour l'ex-Yougoslavie et Arusha pour le Rwanda, c'était quand même un peu des juridictions hors sol, et qui n'est pas forcément très très bon pour une juridiction pénale. Ça lui donne un peu d'indépendance, ça lui donne un peu de recul, mais en même temps, ça l'éloigne du terrain, ça l'éloigne de la réalité des crimes. Elles sont créées, celles-là, par des conventions
entre l'ONU et l'État dans lequel la juridiction va être installée. Parfois, parce que je n'ai pas le temps de détailler, c'est très très complexe, des fois par une loi nationale, une loi vraiment nationale, mais prise avec l'appui technique et financier de l'ONU qui va financer l'opération. Elles sont composées donc, vous l'avez compris, de magistrats internationaux et de magistrats nationaux ensemble, avec des problèmes de calcul de majorité. C'est toujours là que la question se pose. Alors, il y a plein de variantes, mais une des variantes, c'est 2 magistrats nationaux et 2 magistrats internationaux, mais avec décision que toute décision doit être prise à la majorité de 3 voix au moins. Donc, à supposer que les 2 magistrats nationaux rament, comme on pourrait dire, dans le même sens, il faut qu'au moins l'un des magistrats internationaux soit d'accord pour cette solution. Alors, on a eu ça pour le Timor oriental, on a eu cela pour le Cambodge. Je les donne à peu près dans l'ordre chronologique, hein, c'est au début des années 2000 et ça va se terminer même au début de la décennie 2010. Donc, Timor oriental, Cambodge, Sierra Leone. Ensuite, on a eu des choses assez comparables en Bosnie, Serbie, Croatie, Kosovo, après que, pour aider le tribunal pour l'ex-Yougoslavie à accomplir sa tâche. On a eu ensuite, ça s'appelle les chambres africaines extraordinaires au Sénégal, où la communauté de l'Union africaine a demandé au Sénégal de créer une juridiction pour juger Hissène Habré, qui était jugé pour des crimes commis au Tchad, et puis au Tchad, on n'y arrivait pas, le Sénégal était saisi, mais si on était resté dans une justice sénégalaise purement nationale, ça ne marchait pas non plus, donc on a créé une juridiction mixte, et Hissène Habré a été jugé et condamné. On a eu ensuite, et enfin, la Centrafrique, qui a créé une cour pénale spéciale pour essayer de liquider un passé de crimes de masse assez long en Centrafrique. Elle commence juste, cette cour. Et on a eu, ça je vous le signale, parce que c'est assez intéressant, et au Kosovo, en 2015, donc il n'y a pas très longtemps, on a créé à nouveau une juridiction de cet ordre pour juger des trafics d'organes à l'encontre des populations serbes et albanaises. Des enquêtes de, je ne sais plus si c'est du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, avaient mis le doigt sur des trafics d'organes. Les populations étaient exploitées jusqu'à ce point-là. Et pour juger ces trafiquants, ces grands réseaux internationaux, on a mis en place une juridiction mixte. Et puis, il y a eu aussi, c'est la dernière que je vous citerai, un tribunal spécial pour le Liban, après l'assassinat de Rafik Hariri et de toutes les personnes qui l'accompagnaient. On a créé un tribunal mixte pour juger aussi ces crimes. Troisième étape, je suis obligé d'aller assez vite, mais je m'arrêterai un peu plus longuement cette fois. Troisième étape, là, on peut vraiment la faire au singulier. C'est un nouveau modèle qui apparaît, et ce modèle se concrétise en une unique juridiction, c'est la Cour pénale internationale. Retour à La Haye, parce que c'est à La Haye aussi qu'elle est installée. Et donc, si je reprends le reproche de tout à l'heure, c'est certes encore une juridiction hors sol. Mais comme il est unique au monde, il faut bien la mettre quelque part. Et donc, on a décidé La Haye parce que la Cour internationale de justice, et avant elle, la Cour permanente de justice internationale, CPJ, Cour permanente, c'était la SDN, Cour internationale de justice, c'est l'ONU, était déjà installée à La Haye dans le Palais de la Paix. Et donc, une juridiction pénale internationale, il a semblé que c'était bien à La Haye aussi. Il y avait déjà eu le TPY, il y a maintenant la Cour pénale internationale. Chronologiquement, c'était une idée qui était dans l'air depuis
assez longtemps. Pratiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement depuis Nuremberg, il y avait une commission à l'ONU, la Commission du droit international, qui travaillait sur ce sujet de créer une Cour pénale internationale. Mais ça avait été bloqué, les travaux de cette commission, comme tout le reste, par la guerre froide, et ça a été débloqué dans la décennie des années 90, parce que le mur de Berlin était tombé, comme on dit, pour résumer, pour présenter la fin de la guerre froide, et aussi parce qu'il y a eu à cette époque-là un très fort activisme des ONG. La plupart des grandes organisations internationales de protection des droits de l'homme se sont vraiment engagées pour aboutir à la création de cette Cour pénale internationale, qui a été créée par une convention, à nouveau, comme Nuremberg, une convention entre États, non plus décision du Conseil de sécurité, mais convention entre États, ce qui n'a pas que des avantages, on va le dire tout à l'heure, intitulée Convention de Rome, en 1998, Convention de Rome portant statut d'une Cour pénale internationale. Pour que cette nouvelle juridiction entre en vigueur, il fallait que 60 États l'aient vraiment acceptée, c'est-à-dire les signer d'abord et les faire ratifier par leur Parlement ensuite. Contre tout espoir, ça s'est fait très rapidement. Les 60 États sont arrivés très rapidement et la Cour a pu entrer en vigueur à La Haye dès 2002. Ça a été plus rapide que prévu. Et au jour d'aujourd'hui, on est autour de 120, 122 ou 123, je ne sais plus exactement, signataires de cette convention. Cour pénale internationale, c'est une seconde étape extrêmement importante, comparable à Nuremberg, certainement dans l'avancée qui est produite, importante pour l'histoire du droit international et sans doute pour l'histoire de l'humanité tout entière. C'est en tout cas ma conviction, malgré les reproches qu'on lui fait aujourd'hui et dont je vous parlerai dans un instant. Pour la première fois, ce n'est pas une juridiction ad hoc. Pour la première fois, nous avons une juridiction pour l'avenir. Pour la première fois, on ne revient pas sur des faits qui sont antérieurs à la création du juge. On avait toujours fait cela jusqu'ici. Les crimes sont commis, le juge arrive après. Eh bien, pour des juristes, on appelle ça de la rétroactivité. Le droit rétroagit sur ce qui s'est passé avant. Et la rétroactivité, surtout en droit pénal, c'est vraiment pas très satisfaisant. Donc on s'est débarrassé, pour une fois, de ce reproche de rétroactivité. Cette cour, elle a été créée, si j'ose dire, à froid, pas en pleine guerre, pas pour sortir d'une guerre, pas après une guerre. Et elle est créée pour les crimes à venir. Et donc, on a éliminé aussi, on a réussi à éliminer aussi, pour cette fois, le reproche du droit des vainqueurs, du droit des plus forts. Ce sont des améliorations importantes. Et puis, là, j'anticipe un peu sur ce que je vais dire dans la deuxième partie, mais dans le statut de cette Cour pénale internationale, qu'on appelle aussi des fois le statut de Rome, il y a une dizaine de pages qui sont consacrées à décrire les crimes. Une dizaine de pages, c'est important, c'est conséquent, c'est bien rédigé, c'est structuré, et on peut considérer ces pages-là comme le premier code pénal international. Ça ressemble vraiment à un code, et ce serait le premier. C'est important, c'est novateur. Est-ce que c'est prometteur? Moi, j'y crois encore, mais vous savez que les critiques sont nombreuses, critiques auxquelles votre ministre des Affaires étrangères a réagi, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, en s'engageant lui aussi pour la Cour pénale internationale. Je m'arrête un instant sur ces critiques. Les premières, je les passe sans commentaire,
parce que je n'ai pas le temps de tout détailler. Les 3 premières, les 3 autres, j'ajouterai quelques commentaires. Première critique résulte de ce qu'elle a été créée par une convention entre les États. Et ce que les ONG ont cru être un grand succès d'arriver à la création de cette Cour a un revers de la médaille, c'est que si c'est une convention entre les États, la Cour n'est qu'applicable qu'aux États qui ont bien voulu signer la convention. C'est ça, les conventions entre États. C'est des contrats entre les États. Et nul n'oblige un État à signer un contrat. Il ne veut pas signer, il ne signe pas. Et le droit ne s'applique pas à lui. Et il se trouve que certains, parmi les plus grands États, les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine, alors vous mettez tout ça ensemble, ça représente une partie importante du monde en population, n'ont pas signé cette convention. Deuxième reproche qui lui est fait, et qui résulte un peu de la première, c'est que ce sont des juges sans police et sans prison. Il n'y a que le système central qui existe. Sans prison, ce n'est pas grave, parce que les condamnés se comptent tout au plus en quelques centaines, et on n'arrive même pas à la centaine encore, et on arrive toujours à trouver des États qui acceptent de mettre leur prison à disposition de la Cour pénale internationale. Mais sans police, ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique parce que les polices restent les polices des États, et lorsqu'il s'agit de trouver des preuves, de rapporter les preuves, eh bien, la Cour est complètement dépendante des États, des polices des États, et plus exactement des services de renseignement des États qui ont les preuves, mais qui acceptent de les donner ou pas dans un jeu politique selon qu'ils ont envie que la justice intervienne vite ou n'intervienne pas ou tarde le plus longtemps possible. Le jeu politique reprend là toute sa force. Troisième critique, la lenteur et la complexité du système. C'est vrai, penser que Milosevic est mort avant d'avoir été jugé, 4 ou 5 ans, je ne sais plus, c'est de cet ordre-là, après son arrestation. En 4 ans, on ne l'avait toujours pas jugé. Et cette lenteur, elle vient, mais ça c'est sans doute perfectible, elle vient que pour construire cette cour, on a essayé un mixte entre deux des grands systèmes de droit qui existent au monde, les droits anglo-saxons qu'on appelle les droits de common law et les droits français ou des pays qui nous sont proches qu'on appelle les droits de civil law ou les droits romano-germaniques. Et la justice modèle français ne fonctionne pas du tout comme la justice modèle américain. Et la Cour pénale internationale fonctionne en essayant de mixter les deux modèles. Alors il y en a toujours un qui essaie de l'emporter, et on sait bien lequel gagne. Dans ces cas-là, ce n'est pas le nôtre. Et en tout cas, l'hybridation est longue à se faire. Ça marchera peut-être, mais ça suppose qu'on sorte des deux modèles pour en inventer un troisième, et ça, il faut du temps. 3 autres critiques que je commenterai, le coût. On dit constamment dans les médias, et parfois aussi dans les milieux politiques, ça coûte beaucoup trop cher. Bon, moi, je demande à voir. Pour que cette critique ait un sens, il faudrait comparer le coût de la justice internationale au coût, par exemple, des programmes de lutte menés par l'ONU pour lutter contre la drogue, au coût des dépenses faites par l'Organisation mondiale de la santé ou par les fonds de promotion de l'agriculture. La justice a nécessairement un coût. Et dire qu'elle coûte cher, sans comparaison avec les autres organes de l'ONU, ça n'a pas tellement de sens, à mon avis. Autre critique, très très souvent mise en avant, elle ne juge que des crimes commis en Afrique. Et effectivement, les premiers procès devant la Cour pénale internationale sont des crimes qui ont été commis en Afrique. Et donc, c'est une cour coloniale, etc., etc. Vous voyez toutes les critiques que l'on peut développer à partir de là, sauf à dire, que l'Afrique est un territoire où tout de même il s'en commet beaucoup des crimes,
et surtout que de tous ces procès-là, la Cour pénale internationale a été saisie par les États africains eux-mêmes. Les États africains, pour la plupart d'entre eux, ont signé la Convention de Rome, et c'est, si vous voulez, le mécanisme suivant, c'est le nouveau dirigeant qui vient d'arriver au pouvoir qui saisit la Cour pénale internationale en espérant qu'elle va le débarrasser de celui qui l'avait précédé et qui est devenu maintenant son opposant. Et donc, si la Cour a eu à juger beaucoup d'affaires africaines, ce n'est pas par choix, c'est qu'elle a été saisie selon les voies les plus officielles et qui s'imposent à elle. Mais c'est tout de même pas satisfaisant. Et puis, dernier reproche, c'est que depuis 2 ans maintenant, la Cour pénale internationale a prononcé des acquittements. Alors là, vous avez dans les médias et ailleurs, quel scandale, Bemba a été poursuivi, Bemba a été acquitté, à quoi sert la justice pénale internationale si maintenant elle acquitte? Bien, un pénaliste vous dira, un avocat encore plus, que si une juridiction pénale internationale acquitte, ben c'est plutôt bon signe. C'est plutôt qu'elle fait son métier et qu'elle n'est pas une machine à taper, mais qu'elle est bien une machine à juger. Et moi, je fais l'hypothèse qu'en acquittant comme ça un certain nombre de hauts responsables africains, la Cour pénale internationale est peut-être en train de bâtir son avenir plutôt que de courir à sa perte. On verra bien. Je vais arriver tout de suite maintenant à ma seconde partie sur les crimes. Les infractions jugées par ces juridictions qui sont, c'est écrit dans le préambule du statut de la Cour pénale internationale, les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Le vocabulaire est assez connu, vous l'avez entendu à un moment ou à un autre, certainement, même si vous n'êtes pas juriste, c'est crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, crime contre la paix, agression. Crime contre la paix, agression, c'est un peu moins connu. Et une fois de plus, Nuremberg est fondateur. Dans le statut de Nuremberg, dans le statut du tribunal de Nuremberg, un article décrit les crimes que le tribunal aura à juger. Ça fait entre, je n'ai pas regardé exactement, mais 25 lignes peut-être, pas plus, 25-30 lignes. De Nuremberg à La Haye, le chemin parcouru a été à nouveau assez riche, puisque dans le statut de la CPI, il y a 5 articles consacrés au crime, et que ces 5 articles couvrent, dans le journal officiel français, qui a publié le texte, ces 5 articles trouvent 8 pages, 9 pages peut-être. Vous voyez, 30 lignes, 9 pages, ça s'est vraiment étoffé, explicité, structuré, organisé. Comme Nuremberg est fondateur, on va partir de Nuremberg pour voir ce qu'il en était, et on verra ensuite l'évolution qui a pu se produire. À Nuremberg, c'est article 6 du statut du tribunal. Petit a, petit b, petit c. Petit a, les crimes contre la paix. Définition de 4 ou 5 lignes. Petit b, les crimes de guerre, même chose. Et petit c, les crimes contre l'humanité. Un seul de ces crimes, le deuxième, était déjà assez bien connu, c'était les crimes de guerre. Les crimes de guerre, on en parlait avant Nuremberg, on en parlait depuis déjà au moins 50, 60, 70 ans. Les crimes de guerre peuvent se définir assez simplement comme toute violation des lois et coutumes de la guerre. Toute violation des lois et coutumes de la guerre, parce que figurez-vous, la formule est un peu surréaliste, mais il y a des lois dans la guerre.
alors que la guerre sur le terrain, c'est souvent la violence exacerbée jusqu'à ce que la violence du plus fort réduise à néant le plus faible. Eh bien, pourtant, depuis la fin du XIXe, le droit essaie de mettre un peu de règles dans cela, essaie au moins de protéger de la guerre un certain nombre de personnes, les civils, les malades, les blessés, ça c'est la Croix-Rouge, les naufragés, les prisonniers, des personnes qui ne sont plus dans la guerre, donc qui n'ont plus de raison d'être tuées pour gagner la guerre. Et donc il faut bien comprendre et préciser que dans Lois et coutumes de la guerre, les lois, ce sont en réalité des conventions internationales. Il y a eu beaucoup de conventions internationales essayant de réglementer la guerre. Les plus connues sont des conventions de Genève ou de La Haye. Et donc cela n'était pas très nouveau à Nuremberg. Le petit a, les crimes contre la paix, c'était déjà beaucoup plus nouveau. Le crime contre la paix, ça consiste à déclencher une guerre. Déclencher une guerre en violation des traités. Et il se trouve qu'entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu en 1928 une convention internationale appelée Pacte Briand-Kellogg, qui avait décidé, les signataires de ce pacte, s'étaient engagés à régler leurs différends autrement qu'en se faisant la guerre. Et les Allemands ont violé ce pacte, raison pour lesquelles ils ont été accusés donc de crimes contre la paix. C'est le crime qui a intéressé surtout les Américains et également les Anglais, qui n'avaient pas été occupés. Les Français et les Soviétiques étaient beaucoup plus intéressés par les crimes de guerre et par les crimes contre l'humanité qui avaient été commis sur leur territoire. Les Américains n'avaient pas la même approche. Pour eux, le principal reproche, c'était cette déclaration de guerre, cette guerre qui avait été déclarée et qui, finalement, les avait obligés à venir sur le terrain. Donc, ils se sont plutôt intéressés aux crimes contre la paix. Le crime le plus problématique des trois était le petit c, crime contre l'humanité. Plus problématique par sa nouveauté et par sa portée. L'expression n'est pas tout à fait nouvelle, crime contre l'humanité, on trouvait ça un peu dans la littérature, chez Maupassant, on trouvait ça un peu dans le droit, une des conventions de La Haye avait parlé des lois de l'humanité, et puis on trouvait ça en diplomatie, pendant la Première Guerre mondiale, au moment du massacre des Arméniens, certains télégrammes diplomatiques de Français, Anglais ou Russes avaient utilisé l'expression aussi atteinte aux droits de l'humanité. Mais en tout cas, à Nuremberg, c'est la première fois que cette expression est utilisée dans un texte juridique pour la première fois. Les crimes contre l'humanité, c'est des assassinats, exterminations, réduction en esclavage, déportation, assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation, ou tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre. Alors, vous me direz, assassinat, déportation contre des populations civiles, c'est des crimes de guerre. Et effectivement, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre, c'était, je ne savais pas trop ce que l'on pouvait faire de ces deux notions. La différence, c'est là qu'est l'importance. La différence, c'est que les crimes contre l'humanité sont commis avant ou pendant la guerre, alors que les crimes de guerre, par hypothèse, supposent une guerre, avant ou pendant la guerre, contre toute population civile, dont y compris contre ses propres nationaux. Et il s'agissait, avec ce texte à Nuremberg, de viser des comportements qui avaient été commis en Allemagne contre des Allemands, des responsables politiques, des malades mentaux. Les exterminations, plus ou moins massives, avaient commencé en Allemagne avant la guerre. Et l'article sur les crimes contre l'humanité permettait
de poursuivre cela. Mais c'était tellement nouveau que ça a fait peur aux juges, surtout que l'expression se termine, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, ou tout autre acte inhumain. Alors, tout autre acte inhumain, ça commence où? Ça s'arrête où? Pour définir un crime, ce n'est pas très satisfaisant, des expressions aussi vagues que cela. Donc, le tribunal a eu peur de ce crime. Les Français, le parquet français considérait qu'on n'avait pas tellement besoin de s'occuper des victimes allemandes avant la guerre, qu'on avait assez à faire avec les victimes sur les territoires occupés. Et finalement, comme on pouvait très bien poursuivre pour crime contre l'humanité ou crime de guerre, ça marchait aussi, le tribunal a fait un peu l'économie de cette notion de crime contre l'humanité. Il ne s'en est pas vraiment servi et il a condamné pour crime de guerre à la place. En gros, voilà comment on peut résumer ce qui a été fait. C'est Don-Dieu Vabre, le juge français, qui a dit que le crime contre l'humanité était rentré dans le statut de Londres par la petite porte et que le jugement l'en avait sorti par la fenêtre. Donc, ils ne s'en sont pas vraiment servis, contrairement à ce que l'on dit assez souvent. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Nuremberg? Alors, depuis Nuremberg, le plus important sans doute, c'est l'apparition d'une nouvelle notion, la notion de génocide. Ça, c'est fondamental. Et puis, les autres notions ont un peu évolué, je vous en dirai quelques mots, mais c'est moins important. L'important, c'est la nouvelle expression, le génocide. Alors, entendons-nous bien, le génocide, et en particulier celui des Juifs, avait bien été jugé à Nuremberg. À Nuremberg, il n'était pas sans savoir que la population juive avait été éliminée systématiquement, massivement. Et d'ailleurs, si on lit les réquisitions d'un autre juge français à Nuremberg, qui était Edgar Faure, dans son réquisitoire, a longuement analysé la question de la situation et de l'extermination des Juifs. Cela avait été jugé à Nuremberg, mais sans le mot. Ça avait été inclus dans les crimes contre l'humanité. Le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Assassinat, exportation, etc., déportation, etc., etc. Le mot n'avait pas été utilisé, malgré les efforts d'un juriste polonais qui s'appelait Raphaël Lemkin et qui est devenu célèbre à juste titre pour avoir inventé le mot de génocide, qui était là à Nuremberg, qui voulait qu'on l'utilise, mais qui n'a pas obtenu satisfaction. Il y a un livre très important et très intéressant de Philippe Sands, que certains d'entre vous ont peut-être lu, où on voit justement le personnage de Lemkin à l'œuvre. Et Lemkin a finalement gagné, il a eu gain de cause, mais longtemps après, il a fallu attendre 1948, le 9 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a accepté le texte d'une convention sur le génocide et demandé aux États de le signer. 9 décembre 1948, c'est la veille du 10 décembre, bien sûr. 10 décembre 1948, c'est la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la veille, elle avait fait génocide. Elle commence le 9 décembre par s'intéresser à un groupe d'hommes, d'êtres humains, et le lendemain, elle s'occupe des droits de chaque être humain considéré individuellement. Le génocide, c'est comme des crimes contre l'humanité, c'est des tortures, des déportations, des transferts d'enfants, tout cela commis contre une population civile, et donc ça peut très bien être qualifié de crime contre l'humanité. Mais il y a deux différences essentielles. La première différence, par rapport à Nuremberg, c'est que le génocide demande une intention particulière, ce que les juristes appellent un dol spécial. Dol, c'est l'intention, la volonté, dol spécial. Pour qu'il y ait génocide, il faut que les auteurs
ait eu la volonté de détruire en tout ou en partie un groupe d'êtres humains. Les crimes contre l'humanité, c'est pour faire mal, c'est pour des raisons discriminatoires. Mais on ne cherche pas dans les crimes contre l'humanité à faire disparaître le groupe d'êtres humains. Lorsqu'on atteint cette volonté-là, on passe de liquider physiquement le groupe, on passe de crimes contre l'humanité en général à génocide en particulier. Et un groupe d'êtres humains déterminé, dit le texte de la Convention de 1948, déterminé par des critères ethniques, raciaux, religieux. Groupe d'êtres humains identifié par sa religion ou par son ethnie, et on utilise le mot race. En 1948, on utilisait encore, les juristes utilisaient encore ce vocabulaire. La deuxième différence, c'est que les crimes contre l'humanité version Nuremberg ne couvraient que les crimes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était bien phagocyté de cette manière-là. Les Français s'en sont bien aperçus plus tard, lorsqu'on leur a demandé de poursuivre les crimes contre l'humanité commis en Algérie. Ils ont dit « Ah, dans notre code pénal, ça c'était les années 2002-2003, dans notre code pénal, on n'a pas encore de crimes contre l'humanité. Le seul texte qu'on a, c'est Nuremberg, et Nuremberg ne s'applique qu'aux crimes commis au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne vise pas l'Algérie, donc on ne peut pas condamner. » Alors que la Convention sur le génocide, quelques années après, venait dire, elle, que le génocide pouvait être commis dans tout contexte et même hors la guerre. C'est ça qui était extrêmement nouveau. C'était vraiment une projection dans l'avenir. Depuis cette Convention de 1948, la définition du génocide est une définition figée. C'est un peu une définition taboue. C'est tellement miraculeux que les États aient réussi à s'entendre dans cette Convention de 1948 que personne, pratiquement, n'y a touché depuis. Et que chaque fois que le génocide est repris, et également la dernière fois, c'est-à-dire dans la Convention de Rome, on a recopié presque mot à mot la Convention de 1948. Les autres infractions de Nuremberg, elles, ont évolué. Je vous en dis quelques mots très rapidement, parce qu'il faut que j'arrive maintenant à la fin de ma conférence. Le crime contre la paix, c'est déclencher une guerre. Déclencher une guerre contraire au droit international. Alors que c'est compliqué, une guerre contraire au droit international, parce que le droit international autorise la légitime défense. Puis en droit international, on parle toujours plus ou moins aussi de guerre juste. Toutes les guerres ne sont pas contraires au droit international. Mais déclencher une guerre en violation directe du droit international, c'est un crime contre la paix. C'est le problème de l'agression. L'État a été agresseur. Il n'était pas en légitime défense, c'était lui l'agresseur. Et donc, il faut définir ce que c'est qu'une agression. Et vous pensez bien que pendant toute la période de guerre froide, les États ont été incapables de se mettre d'accord sur ce que pouvait être une agression. Non seulement pendant la guerre froide, mais encore en 1998 à Rome, au moment de rédiger le statut de la Cour pénale internationale, on n'a pas défini la notion d'agression. On a dit « oh, ça sera pour plus tard ». On a renvoyé à plus tard. Et plus tard, ça a été 2010, une nouvelle conférence entre ceux qui avaient créé la Cour pénale internationale. Là, ils ont commencé à définir l'agression. Ils ont dit « ça rentrera en vigueur qu'en 2017 ». Et en 2017, il y avait encore des infractions qui n'étaient pas remplies. Donc, cette nouvelle définition de l'agression n'est en vigueur que depuis 2018, depuis juillet 2018. Donc, l'infraction existe, elle est très, très particulière. Je ne sais pas si elle sera poursuivie un jour. Par rapport aux deux autres, elle est extrêmement politique.
tout est un peu politique dans ces infractions-là, mais dans le génocide, dans les crimes contre l'humanité, on voit bien quand même ce qui est plus de la protection des valeurs fondamentales de l'humanité, et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la politique, quelle qu'elle soit. Mais l'agression, c'est extrêmement politique. La Cour pénale internationale, il y a tout un processus que je ne peux pas vous décrire pour juger le crime contre la paix. Ce serait trop long, mais c'est extrêmement complexe. Le crime de guerre a évolué un peu, mais il a évolué avec les conventions sur la guerre. Après 1945, il y a eu des grandes conventions de Genève. Souvent, on parle des grandes conventions de Genève sur le droit de la guerre. Bon, ça, c'est après Nuremberg. C'est 1949, les conventions de Genève. Donc, les crimes de guerre ont évolué avec les conventions de Genève. En 1977, il y a eu on appelle ça des protocoles aux conventions de Genève qui ont fait la différence entre les conflits armés internationaux. Conflits armés internationaux, c'est la guerre telle qu'on la connaît. Mais on a créé aussi, dans un deuxième protocole, les conflits armés non internationaux. Conflits armés non internationaux pour les guerres de libération, pour les guerres civiles. Et on a dit, eh bien, même si ce n'est pas un conflit international, le droit de la guerre va s'appliquer quand même. Et après les textes dont je viens de vous parler, il y a eu les questions d'interdiction des armes chimiques. Le droit de la guerre évolue. Et donc, comme les crimes de guerre, c'est violation des lois et coutumes de la guerre, les crimes de guerre évoluent avec toutes ces conventions. Les crimes contre l'humanité, le noyau est resté le même. Fondamentalement, ça ne change pas énormément. Simplement, par rapport aux définitions de Nuremberg, de 1945, on voit apparaître des éléments nouveaux. Le texte de 1945 ne disait pas expressément torture. Il ne disait pas expressément viol. C'est venu assez vite. Les autres textes ont introduit la torture, les viols dans les crimes contre l'humanité. On a eu un peu plus tard l'apartheid. Après les expériences de l'Afrique du Sud, on a dit une politique d'apartheid, c'est un crime contre l'humanité. C'est inscrit dans le traité de Rome. On a eu après, en Amérique, à partir de ce qui s'est passé en Amérique latine, les disparitions forcées. Et donc, l'expression disparition forcée est également entrée dans la définition des crimes contre l'humanité. Donc, vous voyez un texte qui évolue, qui se complète, mais qui n'est pas encore tout à fait stabilisé. Bon, si je vais plus loin, je vais être très technique. Il est donc temps que je m'arrête. Je vous remercie de votre attention. Et on a peut-être le temps de quelques questions, si vous le souhaitez, de ce que j'ai mal dit ou de ce que je n'ai pas dit. On va vous donner un micro, monsieur. Simplement pour lancer le débat, c'était passionnant et je dois dire extrêmement clair, l'évolution. Mais est-ce que vous pensez que le cadre juridique se précise, les définitions se précisent, mais le nombre de pays qui adhèrent, est-ce que celui-là n'a pas une tendance à se réduire? On sait déjà qu'il y a certains pays africains se retirent. Est-ce qu'il y en a d'autres, surtout européens, qui deviennent de plus en plus nationalistes? Que dire? Que le nombre des États qui se sont retirés est largement compensé par le nombre des nouveaux arrivants. Que ceux qui se retirent, c'est ceux qui se sentent visés. Ce qui serait plutôt une preuve que la menace est sérieuse. Mais ce n'est pas bon, évidemment, que les États se retirent. Moi, je crois que ça ne met pas en cause l'ensemble du dispositif auquel il faut laisser, mais c'est tellement révolutionnaire, il a fallu tellement de siècles pour en arriver là, qu'on peut bien laisser au dispositif quelques dizaines d'années pour trouver sa voie et se stabiliser. Oui, monsieur.
Monsieur le professeur, vous n'avez pas parlé du procès Eichmann à Jérusalem. Comment vous le catégorisez Alors, j'ai exclu le procès Eichmann à Jérusalem, qui a été extrêmement important, parce que Eichmann, Jérusalem, est arrivé au moment où on était en train de tirer en quelque sorte un trait sur tout cela. Et l'arrestation d'Eichmann par les services secrets israéliens et son jugement, qu'ils l'ont jugé pour génocide. C'était la première fois depuis 1948 que l'expression existait, mais là, elle a été appliquée, a relancé toutes sortes de poursuites en Allemagne et en France. On peut considérer que les procès Barbie, Touvier, Papon sont des suites. Mais je n'ai pas parlé de Eichmann à Jérusalem parce que c'était un procès purement national. Les Israéliens, c'est une cour de justice pénale israélienne qui a jugé Eichmann. Il n'y avait rien de... Il n'y avait rien d'international, c'est pour ça que je l'ai exclu de mon sujet. Question complémentaire, pareil pour les procès à Francfort au début des années 60, des criminels de guerre allemands, oui. Mal jugés, beaucoup acquittés selon le droit allemand, ça a été fait selon le droit allemand. Mais il y avait eu des procès allemands plus graves, Francfort-Cologne, c'est-à-dire... ça participe de la relance, c'est les personnes qui avaient été localisées par les époux Klarsfeld, qui les ont signalées aux autorités allemandes. Les autorités allemandes qui quand même s'en sont saisies et ont fait des procès. En Allemagne, Cologne a été aussi médiatisée que Eichmann l'avait été. Et donc, du point de vue de l'opinion publique, ça a été important. Mais même raison, c'était des procès nationaux. Comme Barbie, comme Touvier, comme Papon, c'était des procès strictement nationaux, donc rien de très nouveau finalement. Oui, monsieur. Vous avez parlé de 1948 pour Nuremberg. Est-ce que les procès de Nuremberg n'étaient déjà pas prévus plus tôt par des accords à Londres ? Et quand vous avez parlé aussi des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki dans le contexte, ce qui étonne vraiment pour Nuremberg, c'est que le quartier judiciaire du tribunal international a été ménagé par les bombardements. Et donc, est-ce que l'intention de faire les procès de Nuremberg sur une place précise a été déjà bien précisée pour la Royal Air Force et d'autres forces aériennes? Merci. Alors, deux réponses. La première, c'est qu'il ne semble pas... Alors, forcément, c'était Nuremberg, pourquoi? Parce que dans cette ville-là, le palais de justice était resté debout. Malgré les bombardements, c'est vrai. Et c'était Nuremberg aussi, parce que Nuremberg, serment de Nuremberg, était dans l'idéologie nazie une ville qui était déjà assez importante. Mais il ne semble pas qu'on ait évité de bombarder exprès, parce qu'à Londres, en août 1945, ils n'avaient pas choisi le lieu. On ne savait pas où les procès allaient avoir lieu. C'est après qu'on a décidé qu'il aurait lieu à Nuremberg. D'ailleurs, ils se sont ouverts à Berlin. Symboliquement, il y a eu une première ouverture. Ce n'était pas Nuremberg, c'était Berlin, et après, on s'est transporté. Mais ce qui est vrai, indiscutablement, c'est qu'on en avait parlé avant l'accord de Londres. Il y avait eu une déclaration assez célèbre, déclaration de Moscou, notamment, où quand les Alliés se réunissaient, Churchill, Staline, Roosevelt, ils avaient des conférences, et à la fin de la conférence, ils annonçaient que la poursuite de la guerre aurait pour but de juger les responsables de ces crimes abominables que l'on découvrait au fur et à mesure de l'avancée. Donc voilà la réponse, ils étaient bien, l'idée était dans l'air, mais en arrivant à la fin de la guerre, Staline et Churchill aussi avait fait une déclaration, il a changé d'avis après. Mais il avait dit on en fusille 50 et voilà, c'est fini. Et après, Churchill s'est laissé convaincre par les Américains et les Français qu'il ne fallait pas continuer comme ça, il fallait essayer de faire quelque chose qui ressemble autant que faire se peut à de la vraie justice. Ben, monsieur, oui, monsieur, d'abord, oui, s'il vous plaît.
Je voudrais revenir au concept de génocide dont vous avez parlé. Il semble qu'il y ait quand même toujours des discussions, en tout cas, ou une certaine marge de manœuvre au niveau de l'interprétation. Je pense à ce qui s'est passé quand on a jugé Srebrenica, où le juge a donc décidé que c'était un génocide. Et c'est, disons, une décision qui a été et qui est toujours encore fortement discutée et contestée. Oui, mais je ne crois pas que ça vienne de la faiblesse du texte. Quel que soit le texte, à un moment ou à un autre, il doit être appliqué ou pas par des juges. Et donc, quel que soit le texte, à un moment ou à un autre, il y a une interprétation qui tire dans un sens, une interprétation qui tire dans l'autre sens, et le juge qui tranche, qui décide. Et ils ont décidé, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a décidé qu'à Srebrenica, en tout cas, il y avait eu un génocide. C'est dit, ça a été confirmé par la cour d'appel. Alors on peut dire, oui, mais ils ont épargné les femmes et les enfants, parce qu'à Srebrenica, on a essentiellement liquidé les hommes. C'est un argument fort pour dire, un génocide, on n'épargne pas les femmes et les enfants. À la limite, un génocide, c'est les femmes et les enfants qui sont en première ligne, pour ne pas reproduire, pour pas... Mais les juges l'ont dit. C'est tout ce que je peux vous répondre. Mais le problème s'est posé au Cambodge, parce que tout le monde parle du génocide des peuples cambodgiens pour les Khmers rouges, mais si on regarde le texte, pour des raisons ethniques, raciales, religieuses, les Khmers rouges ont liquidé une partie du peuple cambodgien pour des raisons qui n'étaient ni ethniques, ni religieuses, ni raciales, qui étaient pour des raisons politiques. Et le mot politique n'est pas dans la Convention de 1948. Et donc le tribunal spécial, là, tribunal genre hybride, genre mixte, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui juge au Cambodge, récemment a condamné pour génocide. Mais attention, c'est que parmi la population éliminée par les Khmers rouges, il y avait une ethnie bien particulière. Et donc le tribunal a dit, pour cette ethnie-là, c'est un génocide. Mais pour tous les autres, en particulier tous les intellectuels qui ont été liquidés assez systématiquement, on ne peut pas dire que c'était un génocide parce que le texte ne le permet pas. Pour les autres, c'était des crimes contre l'humanité. Mais ils ont dit génocide pour cette partie-là. Donc il y a Srebrenica, il y a cette décision récente, il y a bien sûr le Rwanda, et puis il y a les Arméniens où on n'a jamais condamné pour génocide, et puis il y avait les Herero plus tôt où ça n'a jamais été dit encore, mais le texte n'existait pas. Ça répond à votre question, monsieur? Je vous pose une autre question, un peu en perspective de citoyens de l'Union qui regardent rétrospectivement. Ce qui étonne avec le procès de Nuremberg, que l'allié principal de l'Allemagne de 1939, l'Union soviétique, était donc juge et ne connaissait pas d'accusé de son pays d'origine. Voilà. Gentil, pardon. Pardon, ce qui étonne rétrospectivement, oui, si on oui. regarde comme citoyen de l'Union oui. le procès de Nuremberg, oui, l'allié principal de l'Allemagne en 1939-40, c'était l'Union soviétique. Oui. L'Union soviétique a envahi la Pologne en même temps, et peut-être en commentant des crimes également, et elle a été juge à Nuremberg, mais il n'y a pas eu d'accusé de cette région occupée par l'Union soviétique. Oui, et c'était les vainqueurs. Mais il est indiscutable que c'était les vainqueurs. Et puis les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki auraient peut-être aussi pu être qualifiés de crimes de guerre. Enfin, ça se discute, hein. Il y a des gens qui l'ont soutenu, mais évidemment, les vainqueurs n'ont pas... C'est en cela, c'était... Le plus grave, je pense, mais le plus grave à Nuremberg, mais ça a été évité de près, c'est, je recherche le mot, comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot... le massacre de Katyn, le massacre d'une partie de la tête de l'armée polonaise. Les soviétiques voulaient qu'on le reproche aux Allemands poursuivis à Nuremberg. Et là, le procès a bien fait son rôle. Les avocats ont dit « Oh là là, cette affaire-là, c'est pas clair, on n'a pas du tout les preuves. » Et finalement, les autres juges ont sauvé la mise, si j'ose dire. Les autres juges ont fait en sorte qu'on ne parle pas de Katyn dans le procès.
parce qu'ils ont senti que c'était pas très, très solide, cette affaire-là. Il n'était pas prouvé à l'époque, enfin, pas internationalement et définitivement connu que c'est les Soviétiques qui avaient massacré les Polonais, mais on commençait peut-être à s'en douter déjà. Mais c'est vrai que de voir que ceux qui avaient perpétré le massacre de Katyn étaient là parmi les juges, évidemment c'est un problème. Oui, pardon, je ne voyais pas madame ou monsieur. Madame, oui. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête là, au cours de votre conférence, ou plutôt au cours maintenant du débat. Il y avait le juriste espagnol Garzón, si je me rappelle bien le nom, qui avait inculpé plusieurs personnes, hommes, femmes politiques bien connus, mais d'autres États, et pas espagnols. Oui. Et comment est-ce que vous classifierez ou catégoriserez ce type d'intervention? Alors oui, alors c'est l'affaire Garzón a notamment déclenché l'affaire Pinochet. Alors je n'ai pas parlé de cela parce que ça relève d'une autre question très technique qu'on appelle la compétence universelle. Et malgré ce qu'on pourrait penser du vocabulaire, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui ne se rattache pas à la question de la compétence universelle. On pourrait dire que la Cour pénale internationale a une compétence universelle, on pourrait dire ça. D'ailleurs, elle n'est pas si universelle que ça, parce qu'il y a des États qui n'ont pas jugé. Mais la compétence universelle est une question qui s'applique aux justices étatiques et qui permet à un État de juger des personnes trouvées chez lui ou dont il obtiendrait l'extradition, qui ont commis ce genre de crimes très graves à l'étranger. Et la compétence universelle s'applique bien sûr pour les crimes de guerre, pour les crimes contre l'humanité, mais elle s'applique aussi au trafic de stupéfiants, au terrorisme et à d'autres infractions. Et Garzón était sur des questions de compétence universelle. Mais aussi, pour Garzón, parmi les victimes de Pinochet, il y avait des victimes espagnoles, et ça faisait une autre raison pour l'Espagne de poursuivre Pinochet, si on pouvait en obtenir l'extradition. Mais quand il a été arrêté à Londres, Garzón a demandé l'extradition et finalement les Anglais ont beaucoup hésité, mais ils ne l'ont pas livré à l'Espagne. D'ailleurs, Pinochet arrêté à Londres, jugé en Espagne pour des crimes commis chez lui, c'était aussi un peu... Peut-être pas si efficace que ça, je ne sais pas, ça rien. Mais ça a provoqué des choses sur place, parce que sur place, là, il y avait des lois d'amnistie, et les lois d'amnistie ont été annulées pour relancer d'autres poursuites. Ça a toujours des effets indirects. C'est un peu, ces juridictions internationales sont un peu l'aiguillon des justices nationales, hein, en disant, si vous ne faites pas votre boulot, voilà ce qui va se passer. J'espère que je réponds à peu près à la question, mais c'est très, très compliqué, là. Voilà. Je vous en prie. Et je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur. Merci beaucoup à nos partenaires. Je ne vais pas tous les citer, Françoise vient de le faire. Merci à vous tous d'être venus. Donc, je vous rappelle que cette exposition que vous pouvez voir dans les caves voûtées sera encore visible jusqu'au 12 mai. Et je vous rends aussi attentif aux prochains événements de l'Institut Pierre Werner. Demain soir, il y aura le philosophe allemand Peter Sloterdijk. Aujourd'hui, en 8, il y aura la grande femme écrivain allemande, juive, vivant actuellement à Strasbourg, Barbara Honigmann. Et le 21 mai, il y aura, je dois dire ça en allemand, le Bundesbeauftragte für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Monsieur Félix Klein, soirée qui sera d'ailleurs modérée par quelqu'un qui est présent ce soir, Laurent Moïse. Donc voilà quelques événements, il y en a bien d'autres, vous avez la brochure. Si vous avez envie, venez, nous serions ravis de vous accueillir. Voilà, bonne soirée, bonne rentrée et à très bientôt. Merci.